Bienvenue sur Data Driven 101. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai. Je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hype aujourd'hui autour de l'IA, du GenAI, etc. Mais je pense que ce qui serait bien, c'est de pas trop se précipiter, de s'assurer qu'on a bien en place les bases, donc une bonne plateforme data, une bonne culture aussi data, donc au sein des équipes, c'est vraiment de diffuser autour de l'entreprise la culture data, pour ensuite, une fois prêt, ne pas être surpris par les nouveaux modèles qui sortent, donc être tout de suite capable de pouvoir faire du GenAI, de pouvoir faire de l'analytics poussée, etc. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Ismaël Goulani, cofondateur et CTO de Modeo. Modeo est une start-up d'une 20aine de salariés, spécialisée dans la mise en place de plateformes de données pour ses clients depuis maintenant 4 ans et demi. Bonjour Ismaël. Bonjour Marc. Alors Ismaël, est-ce que tu peux nous préciser un peu plus qu'est-ce que fait Modeo ? Alors oui, Modeo, c'est une entreprise, donc une start-up qui existe depuis 4 ans et demi, et on est spécialisé dans la mise en place de ce qu'on appelle des plateformes data. Donc ça part vraiment de la collecte au stockage dans une plateforme pour ensuite restituer la donnée pour de la BI ou de la data science par exemple. Alors ce que tu appelles une plateforme data, est-ce qu'on peut essayer de bien définir du coup ces termes ? Est-ce que c'est une base de données ? Est-ce que c'est un ensemble de bases de données ? Comment est-ce qu'on définit une plateforme data ? Alors, une data platform, c'est un ensemble d'outils qui permettent de récupérer des données de diverses sources, les stocker, donc avec une base de données, les traiter avec des outils de transformation de la donnée, et ensuite de les restituer pour de l'analyse BI. Donc, ça peut être pour des équipes métiers, ça peut être aussi pour faire des modèles de machine learning, par exemple, donc à destination aussi des data scientists. D'accord. Alors, tu peux citer des exemples de marques de data platform ? Oui, bien sûr. Je vais peut-être essayer de faire un peu tout le cycle un peu de transformation de la donnée. C'est que au début, on se connecte à une source. Ça peut être une API, ça peut être une base de données. Donc, il y a des outils qu'on appelle des outils d'ingestion de la donnée, comme Airbyte, Stitch par exemple. Ensuite, on a des plateformes de stockage, donc des bases de données. Par exemple, Snowflake, du BigQuery ou du Redshift sur AWS, par exemple. Ensuite, une fois que le stockage a été effectué, on va chercher à transformer la donnée. Et pour cela, on a plusieurs approches. Souvent, on va passer par des outils comme DBT, qui est la transformation au sein du data warehouse. Ou sinon, on peut utiliser des outils comme pour faire du custom, comme du Python, par exemple. Et en tout bout de chaîne, on a la partie restitution. Donc, c'est comment est-ce qu'on va permettre à la donnée d'être activée, soit via des outils de visualisation, soit par des modèles de machine learning au-dessus de tout ça. Ok, alors à quoi sert la data du coup dans vos usages, cette data que vous collectez, que vous organisez sur des data plateformes, généralement à quoi elle vous sert et à qui elle sert ? Alors la majorité de nos clients, je pense que ça fait peur le fait de faire la data dans pas mal de boîtes. Et ce qu'on constate beaucoup, c'est que la plupart des clients ont des besoins qui sont assez simples. C'est comment automatiser mes tâches qui sont répétitives, comment présenter mes résultats business devant un comité, par exemple. Donc, c'est beaucoup d'automatisation de tâches et beaucoup de BI. Et pour certains clients qui sont assez matures, on va proposer des cas d'usage de machine learning, etc. Mais le gros du boulot, c'est vraiment de l'automatisation de tâches et de l'analytics poussée. Et à qui est-ce que ça va servir ? Généralement, en fonction des cas d'usage. Donc, je prends par exemple pour tout ce qui est analytics. Aujourd'hui, on voit que dans toutes les boîtes, la plupart des décisions, beaucoup de décisions vont se faire via la data, donc via l'analytics. Donc, on a besoin des KPI. Ces KPI peuvent driver des besoins, que ce soit dans le marketing, dans la finance ou même dans la recherche, par exemple. Donc, c'est assez varié comme cas d'usage. À quoi ressemble votre client type ? Le client type en Modeo, c'est vraiment la boîte, la start-up ou la PME, bien sûr, qui a accumulé beaucoup de données et qui a vraiment envie d'aller hyper vite pour avoir des KPI pour encore plus data-driven, donc avoir plus d'impact et aussi pour faire des modèles, potentiellement faire de l'IA, faire pas mal de cas d'usage. Et généralement, ces genres de boîtes, elles vont vraiment utiliser la donnée pour, dans la plupart de leur métier, donc que ce soit département marketing, département finance, et même département RH des fois. Et quelles sont les missions les plus fréquentes ? Les missions les plus fréquentes, alors comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup d'analytics,
Donc généralement le client il vient nous voir, il a un besoin, soit il a une équipe qui est déjà en place, il a envie d'accélérer, donc il fait appel à nous, donc on va rejoindre son équipe et essayer d'accélérer son développement. Après tu as d'autres types de clients qui eux n'ont pas forcément d'expertise data sur place. Donc nous on va intervenir en tant que vraiment architecte, donc on va définir les outils, l'architecture et aussi toutes les transformations pour créer des KPI, puis enfin faire des dashboards vont être effectués. Donc c'est vraiment toute la chaîne de la data. Ouais. Après on a un troisième type de client qui a pour finalité de faire du machine learning. Donc, typiquement, c'est comment est-ce que nous on est capable de leur permettre de pouvoir accumuler beaucoup de données et de façon scalable mettre des modèles autour de ça pour faire de la prédiction, par exemple sur la similarité d'images, la détection par exemple. D'accord, il y a des gens qui vont structurer leurs données, on va dire, ce qui va trigger la mise en place de toute une chaîne de data engineering, c'est des usages machine learning in fine. Ouais, ça peut être du machine learning, mais beaucoup plus quand même de BI que de machine learning. Mais généralement, il y a quand même pas mal de use cases aussi de machine learning en bout de chaîne. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui produit, selon toi, le plus de valeur chez vos clients après votre passage ? Alors, le plus de valeur, c'est le fait d'avoir des KPI qui parlent à tout le monde. Donc, avoir en à peine un mois, on est capable de voir qu'on est parti d'une donnée brute pour avoir des KPI qui parlent au métier, qui parlent au CEO de la boîte, par exemple. Et aussi, un autre point qui parle beaucoup, c'est le fait de pouvoir réduire drastiquement le temps passé sur des tâches. Des tâches, par exemple, on a eu un cas comme ça, on avait un client dans le secteur des BTC, donc il a une flotte de véhicules, et il passait tous les mois une semaine à faire du reporting kilométrique. Et donc, il est venu nous voir et nous, on a mis en place une plateforme qui lui permet, sans rien faire, il a juste appuyé un bouton et en à peine d'une heure, il a tout son reporting kilométrique qui est fait automatiquement. Donc, ça change beaucoup de choses. Ouais, donc automatisation, gain de productivité, etc. Et puis le fait de voir les premiers KPI, la business intelligence de l'autre, quoi. C'est ça. En termes d'évangélisation, qu'est-ce qu'il y a besoin de dire à chaque client ou à presque chaque nouveau client et qui pourrait devenir un peu plus une évidence pour tout le monde dans quelques décennies, selon toi ? Je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hype aujourd'hui autour de l'IA, du GenAI, etc. Mais je pense que ce qui serait bien, c'est de ne pas trop se précipiter, de s'assurer qu'on a bien en place les bases, donc une bonne plateforme data, une bonne culture aussi data, donc au sein des équipes, c'est vraiment de diffuser autour de l'entreprise la culture data, pour ensuite, une fois prêt, ne pas être surpris par les nouveaux modèles qui sortent. Donc tout de suite capable de pouvoir faire du GenAI, de pouvoir faire de l'analytics poussée, etc. Ouais, chaque chose en son temps. C'est ça. Alors est-ce que vous, Modeo, personnellement, vous faites du machine learning ? Quels seraient vos use cases, si oui ? On va faire du machine learning, mais on va pas être sur la partie recherche. On va pas être là en train d'entraîner des modèles. Par contre, on va être sur toute la chaîne, la pipeline qui va permettre de pouvoir apporter du coup la donnée de façon scalable au modèle. Ouais. Donc toute la chaîne. Donc s'il y a des milliers d'images, il faut qu'on soit capable de mettre en place une archi qui permet de traiter des milliers d'images. Ouais. Et il faut qu'aussi on soit capable de gérer tout ce qui est cycle de vie du modèle. Donc on a un modèle qui tourne, c'est en production. Au bout de X mois, est-ce qu'on est capable d'assurer que le modèle il est toujours valide ? Donc est-ce qu'on est capable aussi de détecter que le modèle il a effectivement besoin d'être réentraîné par exemple ? Mais on va pas être le data scientist qui va fine-tuner le modèle pour avoir des pourcentages. Donc on va dire toute la partie MLOps, c'est des choses que vous gérez. C'est ça. On a quelques use cases comme ça qui apportent beaucoup de valeur et qui sont assez challengeants parce que c'est des grosses volumétries et justement tout le rôle du data engineer / ML engineer, MLOps, c'est être capable de pouvoir apporter une solution qui scale. Donc bien se poser sur les choix d'architecture, les outils. Ouais. Pour derrière maximiser la valeur en sortie des chaînes. Ouais. Sur les choix d'architecture, sur les choix d'outils justement, est-ce que personnellement tu aurais des conseils sur une architecture MLOps pour quelqu'un qui démarre, on va dire plusieurs stades de maturité, au stade POC, au stade produit et puis au stade ça commence à sérieusement intéresser du monde et il s'agirait de scaler. Alors je pense qu'il faut commencer toujours simple. Donc s'il y a vraiment, est-ce que déjà on a des données qui sont disponibles quelque part en open data ou des données internes. Une fois qu'on les a, je pense qu'aujourd'hui il y a Hugging QS qui est hyper bien, donc il y a pas mal de modèles qui sont déjà pré-entraînés. Donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher ces modèles-là et de chercher à faire une archi qui est simple, pas forcément d'aller dans des stacks comme du Kubernetes, enfin des trucs trop fancy. Ouais. C'est vraiment aller sur du basique, donc une petite API, pas directement partir sur une grosse archi dans le but de pouvoir servir tout le monde. Donc c'est vraiment de partir simple, rechercher la donnée là où elle se trouve, soit en interne, soit via des plateformes d'open data. Partir aussi simple pour le modèle, donc aller chercher sur des modèles qui sont déjà pré-entraînés.
et tout de suite commencer à créer de la valeur. Donc, c'est connecter ces modèles-là à nos données pour faire de l'inférence. Une fois qu'on a suffisamment de retours par rapport aux performances du modèle, on va commencer à se poser des questions d'outils plus complexes pour pouvoir scaler. Ouais. Tu parles d'open data. Est-ce que tu peux nous citer des exemples de sources sur lesquelles il faut aller creuser un peu quand on a un use case et qu'il nous manque une donnée pour répondre à une question? Alors, il y a beaucoup de sources de données potentielles. En France, je sais qu'il y a DataGouv, qui est pas mal. Ouais, données gouvernementales. C'est ça, DataGouv. Tu as pas mal aussi de données météorologiques, tu as des données sur des plateformes américaines aussi, tu en as pas mal. Donc franchement, je pense qu'en fonction, pour beaucoup de cas d'usage, il y a quand même pas mal de données qui sont disponibles, que ce soit pour la computer vision, pour du natural language processing, etc. Donc je pense qu'une recherche Google te permet d'avoir une grosse liste, ou même ChatGPT, une grosse liste de ce potentiel pour des use cases. Ouais. Est-ce que l'IA générative change quelque chose pour vous, selon toi? Alors oui, dans plusieurs aspects. C'est que même pour nous, en tant que data engineer, ça nous aide beaucoup dans notre productivité. Parce que nous, notre but, c'est de concevoir des plateformes qui vont durer dans le temps. C'est pas comme quand tu fais du machine learning, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Tu sais pas forcément si ton modèle va être bon dans 2 mois. Alors que la data engineering, c'est on conçoit des systèmes qui sont assez fermés, dont le but, c'est de durer 5, 10, 20 ans. Et pour ça, on a besoin d'avoir du code qui soit bien fait, donc du code de qualité. Et généralement, qui dit code de qualité dit test aussi de qualité. Alors qu'on sait que les tests, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pas forcément là où on a envie de mettre le gros de notre effort, surtout si on a envie d'aller vite. Et donc ChatGPT, aujourd'hui, il est capable de te sortir des tests unitaires qui sont très propres et qui sont quasiment prêts à être réutilisés dans le code, quoi. Ouais, GitHub Copilot. C'est ça. Et donc ça, c'est pour la partie productivité. Et autre chose aussi, c'est que aujourd'hui, nous, je pense qu'on commence à être mature en fait en tout ce qui est data platform, en termes de bases de données, etc. Et de plus en plus de boîtes aussi commencent à se rendre compte que la data, c'est pas que l'équipe data, c'est pas que l'IT, c'est aussi les métiers dans la boîte, donc finance, marketing, R&D, un peu partout. Et donc, on a besoin soit de faire des formations, donc apprendre tout le monde à faire du SQL, soit avoir un outil comme ChatGPT qui sera potentiellement capable de permettre à tout le monde de poser ses questions en langage naturel et d'interagir avec notre data warehouse. Donc, notre data warehouse, c'est notre base de données qui va stocker les données de la boîte, par exemple. Sauf qu'avec ce problème-là, il y a quand même un frein à ça parce que en recrutant directement notre data warehouse, notre base de données avec du ChatGPT, on peut avoir ce qu'on appelle l'hallucination, c'est sortir des réponses qui sont peut-être inexactes. Ouais, inventées, ouais. C'est ça. Et ce qu'on pourrait faire pour pallier à ça, c'est rajouter une couche au-dessus du data warehouse qui s'appelle la couche sémantique. C'est vraiment, tu sais précisément quel KPI l'LM va aller recruter. Donc, tu es sûr sur le type de KPI qui va être retourné. Donc, tu contrôles plus, en fait, la réponse de ton LLM, par exemple. Donc, potentiellement, ça pourrait beaucoup servir, je pense, dans le futur pour vraiment donner encore plus de pouvoir aux personnes dans les boîtes. Ouais. Le use case qui consiste à transformer des requêtes en langage naturel en requête SQL est particulièrement impressionnant avec les LLM aujourd'hui. Ça devient extrêmement fiable. Donc finalement, si on doit passer par cette étape intermédiaire de requête SQL, ça change pas grand-chose. C'est pas beaucoup plus de travail. Et peut-être que ça évite de passer par les hallucinations, quoi. C'est ça. Et vraiment, essayer d'aller sur un cas qu'on maîtrise mieux que directement aller taper dans Data Warehouse parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs classiques que tu peux nous partager pour nous faire gagner du temps en data engineering? Je pense que passer trop rapidement sur la partie design d'architecture, ça peut nous créer des problèmes plus tard. Nous, ça nous est déjà arrivé. On se dit que c'est un use case classique, donc on pense directement à notre stack, collect, on utilise ça, stockage, on utilise ça, etc. Mais on oublie que c'est peut-être les mêmes types de techno potentiellement, mais c'est pas forcément la même volumétrie. Il y a des paramètres qui sont inhérents à l'entreprise. Donc, peut-être que cette stack fonctionnera sur une entreprise qui a une volumétrie qui est faible. Par contre, dès qu'on parle de terabytes de données ou de gigabytes même, on voit que la stack qu'on a choisie n'est pas forcément la bonne. Surtout qu'en data engineering, il y a pas mal de problématiques, notamment tout ce qui est de scaling, notamment tout ce qui est problématique de calcul distribué. Comment est-ce qu'on est capable de pouvoir paralléliser sur beaucoup de données le calcul pour arriver très rapidement à des coûts pas trop élevés, à des réponses de notre système, par exemple.
Et donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser dès le départ. Donc, prendre le temps, passer beaucoup de temps sur le design. Donc, se poser les bonnes questions en termes de volumétrie, en termes de vélocité, en termes aussi de cas d'usage derrière. Est-ce qu'on veut faire du dashboarding classique? Est-ce qu'on veut faire de l'embarqué? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut construire notre plateforme pour que ce soit utilisé par des clients finaux qui sont vraiment des clients comme tu peux avoir sur une application web, par exemple, ou une application mobile? Est-ce que c'est du temps réel, etc. Donc, il y a quand même pas mal de questions à se poser avant. Et je pense que ça mérite quand même de passer beaucoup de temps pour ensuite commencer les phases de développement. Généralement, les phases de développement, ça peut aller assez vite quand même. Oui, savoir perdre du temps pour en gagner, quoi. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? Alors, ce que je préfère, moi, c'est que en étant data engineer, on est capable de travailler dans tous les secteurs quasiment. Quasiment tous. Donc, on apprend aussi d'autres métiers. On peut apprendre des chercheurs, on peut apprendre des gens qui sont experts dans leur métier en finance, en marketing, en pharmacie. Enfin, c'est vraiment très enrichissant. Et moi, j'aime beaucoup ça. Autre chose aussi qui est hyper intéressant, c'est que c'est un métier qui évolue très vite. Chaque année, il y a des nouvelles technologies. Donc, ça crée aussi un challenge, c'est d'arriver à se tenir au courant. Mais on ne doit pas stagner dans notre métier. On va toujours apprendre de nouvelles choses. Et un dernier point, ce que j'aime, c'est que c'est très concret, quoi, la data engineering. C'est très concret et surtout, ça pose les bases pour des cas d'usage qui sont encore plus sexy, notamment avec l'IA, par exemple. Ouais. Et en termes de recrutement, quand tu cherches un data engineer, quand tu recrutes, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui est important? Alors, généralement, moi, je mets quand même beaucoup d'importance à la personnalité, l'envie d'apprendre beaucoup, la capacité aussi à être très très bon pour faire des recherches Google ou ChatGPT maintenant. Et aussi beaucoup de sens critique, d'autocritique aussi. Est-ce que tu es capable d'autocritiquer ton travail? Est-ce que tu es capable de te dire ok, j'ai fait ça, mais potentiellement on pourrait l'améliorer parce qu'il y a ça qui manque, par exemple. Et alors, comment tu le testes? Typiquement, je t'entends dire être très bon à faire des recherches Google. C'est sûr que dans la pratique, c'est à ça qu'on est exposé très vite, hein, se débrouiller. Comment est-ce qu'on le teste en entretien? Comment on le teste? Généralement, nous, le processus de recrutement, c'est on va premier entretien, c'est à l'oral. Après, tu as un test technique. Généralement, le test technique, on va pas forcément te challenger, on va pas forcément te challenger sur ton résultat, mais sur comment est-ce que tu as fait pour aboutir à ton résultat. Et pour cela, on va vraiment voir à quel point tu es curieux, vu que tu as 2 jours pour le faire. C'est est-ce que tu es allé plus loin que ce que beaucoup de gens auraient fait. Donc, tu fais beaucoup de recherches Google, tu fais t'es curieux, ça montre en fait ta curiosité, à quel point, et aussi des différents cas que tu aurais pu identifier, que même nous, on n'a même pas mentionné dans le test, par exemple. Donc, en tout cas, c'est beaucoup d'humains. C'est beaucoup d'humains. Quels sont les plus grandes pains, les plus grands points de douleur de ce métier? Je pense que en tant que data engineer ou data scientist, personne travaillant dans la data, ça peut être des fois très compliqué de justifier son travail, son ROI. Surtout si on a des cycles de développement qui sont très longs. Donc, c'est être capable d'expliquer au métier que le dashboard, il l'aura pas dans 2 semaines, mais dans 3 mois. Parce que on n'a pas reçu des bonnes données, on n'a pas forcément la bande passante, etc. Surtout que les équipes data sont généralement très chargées. Donc ça, c'est un pain point. Être capable de trouver le bon dialogue avec les équipes business. L'autre pain aussi, c'est que c'est un domaine qui évolue très vite, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est pas parce que ça évolue très vite que tu vas forcément utiliser toute la nouvelle technologie qui sort. Donc, avoir quand même ce recul-là de se dire, c'est pas parce qu'il y a cette nouvelle technologie que je vais changer ma plateforme, quoi. Donc, c'est dire aussi que baser vraiment ces critères de choix sur la finalité, sur le problème qu'on souhaite résoudre. Et toujours revenir aux principes fondamentaux de la data engineering. Je pense que quel que soit l'outil, ça va pas forcément changer. Il y aura des paradigmes, mais généralement, il y a beaucoup d'outils, mais beaucoup d'outils font quand même la même chose. Donc, c'est ça, pouvoir choisir. Tu nous as parlé de l'importance de la qualité des données. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garantir la qualité des données? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que tu as des astuces, des bonnes pratiques à nous partager à ce niveau-là? Oui. Alors, en termes de qualité, tout va dépendre de la source aussi. Si la source est externe, on a moins de contrôle sur la qualité. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrive à concevoir un système dans lequel on est capable d'attester la qualité à tout bout de la chaîne, donc à la réception,
et aussi en amont de la conception des KPI pour les tableaux de bord. Donc, pour cela, on peut utiliser pas mal d'outils de data quality. On a Monte Carlo, par exemple, qui est un outil de data quality. On a Sifflé aussi, qui est français. Oui. Ouais, on a pas mal d'outils qui existent. On a aussi des outils open source. Il y a notamment une nouvelle approche qui s'appelle le data contract. C'est vraiment essayer d'établir un contrat entre le créateur des données, donc la source, et celui qui la consomme. Une fois que le contrat est figé, on sait à quoi s'attendre et comme ça, on maîtrise vraiment de bout en bout la qualité de notre donnée, par exemple. Donc, le but, à la fin, c'est d'arriver à des données qui soient de qualité pour pas que des dashboards en production y cassent, par exemple. Et le cas où on a la donnée qui est produite chez nous, donc on a plusieurs maîtrises. Comme on a plusieurs maîtrises, peut-être qu'on sera peut-être un peu laxiste dans le sens où on va pas forcément tester la donnée sur toute la chaîne. Par contre, en bout de chaîne, juste avant la production des KPI, on va peut-être faire des tests sur, par exemple, la volumétrie qu'on aurait dû recevoir ce jour-là par rapport à ce qu'on a reçu. Des tests sur les variations d'ordre de grandeur, par exemple, dans nos KPI. Des tests qui sont assez basiques, qui ne nécessitent pas forcément d'avoir des outils très chers pour tester nos données. Ouais. Des tests qui tournent régulièrement pour vérifier que les nouvelles données qui sont rentrées sont conformes à ce qu'on s'attend à voir. Et surtout, j'ai un truc que j'ai oublié, vu qu'on maîtrise la donnée, donc on connaît plus ou moins les personnes qui sont responsables de la produire. Et donc c'est beaucoup d'humains aussi quand même, la qualité, ça passe beaucoup par l'humain. Et pour ça, je pense que c'est vraiment un mindset aussi à avoir dans l'entreprise, c'est être capable il faut que tout le monde en fait s'approprie la qualité. Je dirais même que c'est 70% d'humain. Ouais. Comment est-ce qu'on se tient à la page sur les nouveaux outils dans un monde qui évolue aussi vite que le data engineering ? Alors moi personnellement, j'utilise beaucoup LinkedIn. Et LinkedIn, il y a maintenant des influenceurs LinkedIn. Oui. Je pense à Paul Marcon, par exemple, de Nickel, qui fait beaucoup de posts sur BigQuery, la data engineering. T'as pas mal d'influenceurs aussi américains. Seattle Data Guy. T'as Zach Wilson aussi, qui est un data ingénieur de Airbnb. Donc, je pense que suivre pas mal d'influenceurs, de data engineers sur LinkedIn, ça permet d'être au courant de beaucoup de choses. D'accord. Et on peut aussi suivre des boîtes qui développent des produits. Notamment, si tu veux être au fait des nouvelles activités sur la data quality, tu peux suivre des pages comme Sifflet, comme Astronomer, si tu veux apprendre un peu plus sur tout ce qui est orchestration. Ou tu peux suivre Modio aussi, si tu veux avoir aussi toutes les news dans à peu près tous les secteurs. Oui. Ok, alors quelles sont les évolutions actuelles des métiers de data scientist et de data engineering ? Alors, évolution, moi à la base, j'étais un peu un très très grand fan de data science. Data science, c'était ce que je voulais faire tout le temps, je voulais faire que ça avant. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus simple, potentiellement, pour faire de la data science comme on le faisait en 2019, par exemple. Et je pense que le métier de data scientist, en l'occurrence, avec tout ce qui est LLM, tout ce qui est les API qui sont mis à disposition par des OpenAI et par des Hugging Face, je pense que le data scientist, il pourra potentiellement évoluer vers des métiers plus PM, mais PM/software, mais AI. Plutôt, il va vraiment participer à la conception de produits d'IA. Donc, ça va être vraiment la chaîne de valeur. La vraie valeur de l'IA, ça va être est-ce qu'on est capable de la mettre dans la main de tout le monde. Et donc, le data scientist, son rôle, ça va être vraiment d'être capable de pouvoir bien choisir son modèle LLM, open source ou API privé. De pouvoir aussi bien choisir les sources, vraiment essayer de fine-tuner un peu le modèle, mais pas forcément aller trop loin sur la partie recherche comme avant, ou traîner. On avait besoin de compétences qui sont hyper complexes. Donc c'est vraiment, il sera beaucoup plus proche du métier aussi, je pense, vu que c'est quand même des cas concrets. Et donc je pense que le data scientist va être quand même plus proche du métier et moins de la recherche. En tout cas, data scientist qu'on est aujourd'hui. Et data engineer, alors je pense qu'avec l'avènement de ce qu'on appelle la modern data stack, on part d'un paradigme qui était de l'ETL, donc extraction, transformation, plus chargement. Donc ça nécessitait beaucoup de compétences techniques. Aujourd'hui, avec les modern data stack, on arrive à un paradigme qui s'appelle l'ELT, extraction, chargement et transformation. Ça veut dire que toute la donnée sera traitée dans le data warehouse. Et pour ça, on a besoin de beaucoup de compétences en SQL. Donc ça veut dire que on a beaucoup plus de personnes qui pourront potentiellement faire des transformations de données qui sont avancées. Et ça fait que le métier data engineer, il a déjà commencé à se subdiviser. Donc, on a des analytics engineers qui sont vraiment des personnes qui vont faire beaucoup d'SQL avec du DBT, faire des KPI, etc., des transformations. Et le data engineer, aujourd'hui,
enfin demain en tout cas pour moi, ça va être la personne qui va être garant de l'architecture, de l'infrastructure et derrière de tout ce qui est monitoring, tout ce qui est productivité de son équipe, de l'équipe data par exemple. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette migration ETL-ELT? Quel est l'intérêt d'inverser l'ordre, de dire au lieu de charger, de faire les transformations une fois pour toutes et de charger, Ouais. Pourquoi est-ce qu'on chargerait pour ensuite faire les transformations par la suite, à chaque fois qu'on aura besoin? Oui, bien sûr. Alors, c'est un fait qui est hyper marquant parce qu'avant, avec le TL, je pense que les boîtes qui faisaient de la data, elles n'étaient pas, data en tout cas, aussi avancées, elles n'étaient pas forcément nombreuses parce que c'était très coûteux. Parce que pour faire des dashboards même, il faut être capable de savoir en amont quelle transformation il faut faire. Donc, j'ai ma source. Il faudrait que je sois capable de définir, donc avoir un gros cahier des charges pour savoir en amont quel KPI dont j'ai besoin. Enfin, vraiment, il y a quand même un gros travail à faire. Et en plus, la plupart des transformations qu'il fallait faire, c'était des transformations qui nécessitaient des compétences qui sont pas forcément du SQL, parce que c'est hors du data warehouse, donc hors d'une database, d'une base de données. Donc, il fallait passer par du Python, par du PySpark, par du Hadoop. Enfin, ça devenait vraiment hyper complexe. Alors qu'avec le modèle data stack, on est arrivé à des bases de données, donc des data warehouse qui sont très scalables. Je pense à Snowflake, à BigQuery par exemple. Et via celle-là, on est capable aujourd'hui de traiter de grosses volumétries avec un langage que tout le monde connaît, qui a toujours existé, qui est le SQL. Donc ça fait que la vélocité dans les boîtes, elle a augmenté drastiquement. On est capable de très vite apporter de la valeur, de très vite démontrer que en intégrant 2-3 sources, on est capable d'avoir des KPI, on est capable d'intégrer un petit modèle de LLM. Enfin, le champ des possibilités ici est décuplé juste parce qu'on a changé de paradigme. Et nos capacités de calcul ont hyper augmenté avec les Modern Data Stack. Alors, Modern Data Stack, on va y revenir. Est-ce que, avant ça, tu peux nous parler peut-être du sujet du RGPD? Est-ce que dans ton métier, ça a un impact? À quoi il faut faire attention à la suite du règlement donc, général sur la protection des données? Alors, le RGPD, effectivement, ça a un impact pour nous, mais c'est pas un frein. C'est un impact dans le sens où on fait maintenant plus attention en fonction du cas d'usage du client. On fait attention à notre choix de provider. Est-ce qu'on va sur AWS, on va sur VH ou Google par exemple. On fait attention au consentement du client et même le consentement du client du client. Donc, il y a ça à prendre en compte. Est-ce que on va mettre des durées de rétention sur les données qu'on récupère? Ça peut être 2 semaines, 1 mois, etc. en fonction du contrat que les deux parties ont. Donc on fait attention à ça et généralement nous ces consignes-là nous sont laissées par nos clients, donc on applique ça. Et non, c'est principalement ça, c'est vraiment la gestion de la donnée dans notre plateforme. Et est-ce que tu as une opinion à nous donner, à nous partager? Oui, j'ai une opinion. Effectivement, c'est que moi je pense que justement le fait d'avoir des stacks qui sont de pouvoir très rapidement intégrer de la donnée et faire de la restitution, ça fait que je pense que demain, dans l'entreprise, il n'y aura pas que les data engineers ou les data analysts qui vont faire de la data. Et je pense surtout que la plupart des boîtes vont faire des formations, vont former leurs équipes qui ne sont pas forcément des data analysts, donc ça peut être des financiers, un peu tout le monde, un peu, à la manipulation de leurs données. Donc c'est être capable soi-même de pouvoir trouver des réponses à ces questions, ce qui va faire que l'usage global de la donnée dont toutes les entreprises vont augmenter. Et ça va faire aussi que les coûts vont augmenter aussi. Donc, il faudrait être capable de pouvoir avoir une bonne politique de FinOps, maîtrise des coûts. Il va aussi falloir installer des outils qui permettent de vraiment traquer l'usage, un peu comme avec l'électricité. Tu crées de l'usage, il faut mesurer ce que tu consommes. Mm-hmm. Alors, si on revient à la Modern Data Stack dont tu nous parlais tout à l'heure, est-ce que tu peux nous parler un peu de... quelle est cette stack d'outils très demandée en ce moment? Quelle est ta composition, on va dire, de l'équipe Modern Data Stack? Alors, Modern Data Stack, c'est vraiment plusieurs niveaux de transformation. Donc, tu as la partie collecte ou gestion. Donc, on va utiliser des outils comme du Airbyte, du Stitch, ou même faire des connecteurs custom. Après, on a la deuxième couche qui est la couche de stockage. Donc, c'est vraiment choisir le bon data warehouse, la bonne base de données qui va permettre d'abriter nos données. Et pour ça, on a des outils comme Snowflake qui est, en termes d'UX, c'est vraiment top, c'est c'est scalable, c'est très intuitif. On a sur GCP du BigQuery, on a du Redshift aujourd'hui, Redshift avec Redshift Serverless par exemple. En termes d'outils de transformation, on a DBT
qui est un peu l'outil incontournable aujourd'hui, qui permet de faire des transformations, de rajouter des tests et qui permet aussi d'apporter de la rigueur qu'on a dans le software engineering à la data, au data analyst. Et enfin, on a la partie exposition, donc c'est vraiment la couche qui va permettre aux outils BI de pouvoir se connecter. Donc c'est le choix des outils BI, ça peut être Metabase par exemple, c'est un outil qui est beaucoup utilisé en startup. On a des outils plus classiques comme Power BI, Tableau, etc. Et enfin, on a une dernière couche qui est assez nouvelle aujourd'hui qui s'appelle la semantic layer, la couche sémantique. C'est la couche qui va permettre d'apporter un peu plus de gouvernance dans la gestion de la donnée. Ça va par exemple permettre de pouvoir gérer de façon centrale les KPI. Ça va permettre par exemple de pouvoir créer ce qu'on appelle des data apps. C'est comment est-ce qu'on est capable de communiquer avec notre data warehouse depuis une application web par exemple. C'est vraiment des cas qui sont vraiment concrets. Comment tu définirais la data gouvernance ? La data gouvernance pour moi c'est l'ensemble des pratiques et des outils qui vont permettre d'assurer une bonne qualité de la donnée qu'on consomme, d'assurer que la donnée qu'on collecte, elle est collectée de façon sécurisée dans les règles, et de s'assurer que l'entreprise respecte tous les standards des normes ISO, RGPD dans la boîte. Okay. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui monte une équipe data ou qui monte une boîte, tu dirais quoi ? Conseiller à quelqu'un qui monte une équipe data, alors je dirais, faut toujours commencer simple. Justement, le fait d'avoir des outils, beaucoup d'outils aujourd'hui open source, avec la Modern Data Stack par exemple, ça nous permet de très rapidement arriver à une stack qui permet d'avoir le minimum, qui est vraiment la BI, donc des KPI. Une fois ça établi, c'est commencer potentiellement à recruter des analytics engineers. Donc ça peut être 1, 2, mais des gens qui sont vraiment très proches du métier. Et potentiellement s'entourer d'une boîte externe, potentiellement, qui est vraiment experte pour la mise en place de l'architecture. Parce qu'une fois que l'architecture, elle est là pour rester, donc pour durer longtemps. Et je pense que l'équipe data peut d'abord commencer par ceux qui sont proches du métier, donc analytics engineer, data analyst, etc. Pour ensuite, petit à petit, créer une équipe SOC qui va être en charge de l'infra, du DevOps, etc. Et pour une personne qui monte une entreprise, moi, je pense, en tout cas d'expérience, une entreprise, ça prend du temps. Et c'est pas parce que ça prend du temps qu'on doit forcément se dire que c'est pas pour moi, il faut arrêter. Donc pour moi, c'est normal que ça prenne du temps. Et donc c'est vraiment de persévérer, de savourer aussi les victoires et pas forcément tout de suite sombrer à le moindre échec, quoi. Alors c'est quoi le futur de la data chez Modeo ? Alors, le futur chez la data, chez Modeo, en tout cas, jusqu'ici, on a vu beaucoup nous, chez Modeo, on a mis en place beaucoup de types de plateformes pour du streaming, pour du batch, qui sont basés sur la Modern Data Stack. Et nous, demain, là, on veut vraiment aller, c'est tout ce qu'on appelle les data apps. C'est vraiment des applications concrètes. C'est permettre aux applications, aux équipes de pouvoir vraiment interagir directement avec le data warehouse. Donc, c'est embarquer nos KPI dans des applications concrètes. Donc, il y a ça. Et Modeo aussi, on développe notre produit. Donc, on a un produit qu'on développe qui s'appelle le Stash, qui justement va être utile lorsque les usages, en tout cas, c'est déjà utile, je pense, lorsque les usages dans les boîtes vont augmenter. Donc, on aura de plus en plus de consommateurs de la donnée. On aura besoin de mesurer l'usage, de mesurer les coûts et même mesurer aussi l'empreinte carbone. Et pour ça, donc nous, c'est vraiment une problématique sur laquelle on travaille beaucoup en ce moment. Et d'ailleurs, notre produit, il est en train d'être développé là. La phase du bêta-test se lance dans quelques semaines. Là. Génial. Eh ben, on voudra des nouvelles alors. Quel invité est-ce que tu voudrais entendre dans un prochain épisode de Data Driven 101 ? Alors, moi, je pense que Paul Marcombe, qui est le Head of Data de Nickel, il donne beaucoup d'insights, notamment sur GCP, BigQuery, optimisation à la fois des coûts, tout ce qui est création de plateformes serverless. Il a même mis en place pas mal de packages open source qui sont hyper intéressants, que nous, on utilise aussi chez Modeo. Et je pense que franchement, si l'avoir en interview, ça pourrait apporter pas mal d'infos aux éditeurs. Oui. Ok, merci Ismaël. Merci Marc. Vous venez d'entendre Ismaël Goulani, CTO et cofondateur de Modeo sur Data Driven 101.
Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Laetitia Jumel, Head of Data chez Electra, pour nous parler de data appliquée aux bornes de rechargement rapide. À très vite.